des points de vue des confrères journalistes en studio autour de ces sujets, les actualités. C'est donc le numéro de ce vendredi de votre émission Grand Jury qui démarre ici. À ce plateau ce matin, nous allons aborder 3 sujets principaux, notamment l'avènement des faux médicaments. Vous n'êtes sans savoir qu'aujourd'hui, 14 septembre, c'est la journée internationale de lutte contre les faux médicaments. Selon les statistiques, plus de 800 000 personnes y trouvent la vie par an. Nous allons également aborder la problématique des fêtes traditionnelles au Togo, K de Yekpe, donc comprenez la Yekpe Soso. C'était donc la semaine dernière avec une scène que va nous décrire tout à l'heure Justin Anani qui a vécu les faits. Nous allons aborder un 3e sujet, la rentrée syndicale de la synergie des travailleurs du Togo. C'était vendredi dernier. Conférence débat plus assemblée générale, la synergie donc qui annonce les couleurs à quelques jours de la rentrée académique 2015-2016. Merci donc à vous toutes et à vous tous pour la fidélité à cette émission que vous suivez sur les ondes de la radio KMTB, la 102.7 FM, également sur les écrans de la télévision Espoir 47 basée à Tchévier dans la préfecture de Zior, sans oublier les médias partenaires, notamment la télévision, plutôt la radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anejo, et puis sur le web 3 liens, le www.ebenradio.com, www.togovision.com et puis www.laverte.org. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Rapidement autour de ce plateau, ce matin, Justin Anani, journaliste freelance, il est déjà là. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et voilà, aujourd'hui, 14 septembre, c'est bien sûr la journée internationale de lutte contre les faux médicaments. Journée mise à côté pour réfléchir sur ce phénomène qui fait plus de 800 000 décès par an. Oui, il faut quand même dire que c'est un défi aujourd'hui pour toute l'humanité, hein, parce que lorsque vous prenez la plupart des pays de par le monde, donc ce phénomène est toujours d'actualité. Même si vous prenez les pays qui sont avancés, les occidentaux, les pays développés, les faux médicaments n'en manquent pas. Ça vous dire qu'il y a des firmes qui sont spécialisées en la matière et qui mettent les moyens pour essayer de fabriquer des médicaments qui ne respectent pas les normes. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, chacun de nous doit quand même prendre conscience donc, de ce phénomène, puisque lorsque vous lisez un peu les documents, les documentaires réalisés et tout, vous comprendrez que beaucoup meurent plus donc, en utilisant les faux médicaments que ceux-là qui sont aujourd'hui en attente au niveau des hôpitaux. Donc c'est pour dire que c'est un phénomène qu'il faut combattre, tout comme le phénomène de la drogue et autres et produits stupéfiants. Mais il faut quand même dire qu'au-delà de tout, donc l'homme doit prendre conscience qu'en réalité aujourd'hui, il ne faut pas se lever et aller acheter du n'importe quoi dans les rues parce que bon, on n'a pas les moyens forcément. Donc à force de le faire, de continuer par le faire, je pense qu'on s'entretue sans le savoir. On s'entretue sans le savoir. Justement, la question que vous avez évoquée tantôt, vous avez parlé de manque de moyens. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des pharmacies. Nous avons également une agence CAMEG qui est spécialisée dans la fabrication des produits génériques livrés donc à un prix abordable aux populations. Comment alors justifier aujourd'hui ce phénomène de faux médicaments? Il faut quand même dire que dans les États africains ou dans les pays pauvres, donc la prise en charge même de l'être humain sur le plan médical est toujours d'actualité. C'est une question qui est toujours récurrente. Donc on n'arrive pas à le faire même si ceux-là qui sont engagés dans la fonction publique ou dans les autres secteurs d'activité. Et il n'y a pas une politique adéquate en la matière. Donc ça fait que ceux-là même qui sont en quelque sorte nantis ont toujours même des difficultés pour pouvoir avoir les vrais médicaments au-delà de ces médicaments contrefaits un peu partout. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que lorsque vous allez dans certaines pharmacies, vous allez découvrir des faux médicaments. Ça n'en manque pas. Ça également, c'est un point à soulever lorsqu'on parle des faux médicaments. Donc les pharmacies, normalement, ils s'approvisionnent au niveau de ces grands laboratoires qui sont reconnus par les autorités ou les structures en charge de la santé. Oui, en réalité, oui. Parce que c'est les premières autorités donc, sanitaires du pays qui ont en charge de produits, enfin qui ont en charge de donner des médicaments de qualité aux pharmacies à vendre. Mais le constat qui est fait aujourd'hui, celui qui crée une entreprise ou une société, la plupart du temps, cherche à avoir plus de moyens. Donc en cherchant le faire, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on arrive à s'approvisionner chez les grandes firmes indiennes, parce qu'il faut quand même
c'est se le rappeler qu'au niveau également de ce pays, il y a des sociétés, des firmes qui sont spécialisées en la matière. Et ils estiment que leurs produits sont des produits de bonne qualité, alors qu'en réalité, ça n'est pas une. Donc, c'est autant d'éléments qui, en réalité, aujourd'hui, qui entrent dans le jeu et que les autorités doivent quand même prendre en charge. Parce que, quelque part, on parle également des produits génériques. Des produits génériques par rapport à ces produits pharmaceutiques que nous avons l'habitude d'acheter au niveau des pharmacies qualifiées. On estime que les produits génériques n'ont rien à voir, n'ont rien à envier par rapport aux produits qui sont au niveau des produits originaux. Voilà, au niveau de cette pharmacie-là. Sauf que ici, le coût est un peu diminué parce qu'on tient compte également du bas peuple qui n'arrive pas à avoir les moyens nécessaires pour pouvoir quand même satisfaire ses besoins. Voilà autant d'éléments qui sont aujourd'hui dans l'actualité. Et que moi je dis, au-delà de tout, l'État, au-delà même de ce phénomène de la sensibilisation, l'État ou les États pratiquement qui sont concernés, parce que vous prenez aujourd'hui le Togo, le Bénin voisin, le Ghana, là peut-être le combat ce semaine, le Nigeria n'en parlons pas. Donc la République démocratique du Congo, pratiquement la plus grande partie la plupart de ces pays au niveau de l'Afrique Afrique noire est aujourd'hui confronté à ce problème-là. Et moi, je pense que c'est une question de sensibilisation dans notre militant. Et qu'au-delà de la sensibilisation, il va falloir que chacun puisse quand même jouer sa partition pleinement. Voilà, c'est vrai que quand vous allez au Ghana, vous allez voir que sur le plan vente de médicaments, c'est un peu structuré parce que vous avez au moins de petits kiosques qui sont bien organisés, bien aérés, bien entretenus, avec des agents qui sont là, qui peuvent vous expliquer comment prendre ces médicaments, la posologie, ainsi de suite. Mais au Togo, ici, aujourd'hui, vous voyez les bonnes femmes devant leurs étalages sur le chaud soleil. Vous voyez, par exemple, demain mardi, vous faites un tour au niveau du marché d'Aïdo Gomé, ou du moins tous les marchés qui s'animent les mardis, vous allez constater qu'il y a également des vacanciers qui traînent des médicaments dans la mer, qui les vendent aux bonnes femmes. Alors, comment lutter contre ce phénomène finalement? Non, vous parlez tout à l'heure, vous donnez tout à l'heure l'exemple du Ghana. Là, c'est un peu réglementé. Et vous prenez le Togo, c'est pas réglementé en tant que tel. Donc, les gens qui circulent, qui sillonnent un peu partout, sur le chaud soleil, avec les produits qui en réalité doivent être protégés. Il y en a qui les prennent dans les valises. Valises un peu partout. Donc, c'est pas le Togo n'est pas un cas exceptionnel. Il y a encore d'autres pays, c'est pratiquement la même chose. Le Nigeria, je donnais tout à l'heure le cas du Congo-Brazza, où ces produits-là sont exposés, malgré même le Cameroun, malgré la lutte qui est engagée contre ce phénomène. Et ça fait que c'est un problème qui est toujours d'actualité. Mais moi, je dis que pour pouvoir arriver peut-être à atteindre l'objectif peut-être visé par rapport à ces campagnes, par rapport à ce combat qui est mené, il va falloir aussi sensibiliser les populations. Parce que vous n'avez pas les moyens, bien sûr, mais aujourd'hui, vous êtes malade, et vous souffrez du paludisme, bon, entre guillemets, bon, vous débarquez chez quelqu'un qui se dit qu'il est vendeur de médicaments ou revendeuse de médicaments, c'est pas illicite, ainsi de suite, et qui vous donne un produit à aller consommer. Vous consommez le produit, c'est parce que vous précipitez votre mort. Donc c'est une question de sensibilisation, et en le faisant aussi, l'État doit quand même tenir compte du bas peuple et faire en sorte que les coûts aussi diminuent. Parce qu'on estime qu'on n'a pas les moyens, ce produit-là qui doit coûter peut-être en réalité, bon, 3 000 francs, je peux avoir les moyens, mais qui coûte 7 000. Bon, je n'ai pas les moyens, est-ce que je peux trouver un produit similaire, peut-être si c'est au niveau du bord de la rue, ainsi de suite. Ça fait que les populations qui n'ont pas aussi les moyens, mais qui ne sont pas aussi sensibilisées, pensent que la meilleure solution, c'est d'aller au niveau de ces pharmacies illicites qui ne sont pas réglementées, que d'aller directement voir vers les médecins qualifiés pour pouvoir quand même produire des médicaments qui soient à la hauteur pour guérir le mal dont ils souffrent. Donc je pense qu'il y a une question de sensibilisation et au même moment, un combat qui doit se mener également au niveau de la douane. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. J'ai suivi hier donc, un documentaire où la douane arrive à percevoir, pas au Togo ici. Vous prenez par exemple le Cameroun dont je donne l'exemple. Donc un montant vraiment faramineux sur ces produits-là. Mais comment se fait-il qu'au même moment qu'on parle le produit, et on estime que ce produit-là qui est venu par exemple de l'Indonésie ou de l'Inde est qualifié par rapport à ce qui est vendu ainsi de suite, alors qu'en réalité ça ne respecte pas les normes. On perçoit des taxes douanières. Donc c'est autant d'éléments qui entrent en jeu, et je dis que c'est une question de volonté. Si on veut arriver peut-être à cette fin, il va falloir mettre les moyens et mettre le paquet double, et puis bon, je pense qu'on ne fera pas y arriver. Voilà, on ne fera pas y arriver. Notre second invité, c'est bien sûr Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Il vient donc de faire son entrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour et toutes mes excuses aux auditeurs, surtout aux téléspectateurs
J'ai eu un sérieux empêchement, c'est pas bon. Mais l'essentiel, vous êtes là. Oui, mais vraiment, c'est pas un manque de respect à leur endroit, je m'excuse encore une fois. Moi, nous vous remercions pour la disponibilité parce que ce n'est toujours pas facile, mais nous le faisons. Une journée dédiée à la lutte contre les faux médicaments ce 14 septembre. Et ce phénomène coûte la vie à plus de 800 000 personnes par an. Et parlant de ces faux médicaments, nous envoyons tous les jours au bord de nos rues, nous envoyons dans les marchés. Il y a des ambulants qui viennent même dans les bureaux pour vous proposer ces produits. Vous avez une vague très importante qui vient du Bénin voisin avec des gens qui les portent dans les manettes, qui sont spécialisés dans la vente des Viagra, qui finissent également par tuer, par détruire vraiment la capacité intrinsèque masculine en termes sexuels. Aujourd'hui, lutter contre ces faux médicaments, comment faire? Oui, non, je crois que les spécialistes s'en occupent déjà, même si on peut dire qu'il n'y a pas l'efficacité qu'on souhaite. Des études sont faites qui prouvent quand même aujourd'hui que le problème est un sérieux problème de santé publique, ampleur vraiment généralisée à travers plusieurs pays. Et ce sont des médicaments qui, pour la plupart, sont contrefaits. C'est de faux médicaments. C'est vrai qu'il y a quelques rares dans ce lot-là qui sont de bonne qualité, mais là encore, il va falloir avoir des certifications. Il faut qu'il y ait un contrôle pour qu'on dise que tel produit peut passer ou ne peut pas passer. Mais au même moment, il y a des bons produits qui arrivent, mais faute de conservation. Oui, la manière dont ces produits sont distribués, d'ailleurs, généralement, c'est dans les pharmacies. Et quand vous prenez les produits, on vous dit de les garder dans un endroit où c'est frais. Pour vous dire que la plupart des médicaments ne supportent pas les rayons solaires. Et donc ça les détériore, ça réduit leur effet, ça peut même les transformer en poison à des occasions. Mais il faut dire que c'est le coût des soins, qui surtout dans nos pays pauvres, qui pousse les populations vers ces produits. Quelqu'un a un palud aujourd'hui, au lieu d'aller consulter, non, il va tout de suite, il prend Mixagri pour Colbat. Voilà. Bon, il prend ça un peu. Et sur le champ, parfois il a l'impression d'être guéri. Et après quelques semaines, ça marche. Hein. Vous avez la vieille d'à côté vous dira j'ai mal au rein, j'ai pris l'autre produit la dernière fois, et puis elle devient abonnée du produit. Non, c'est vrai que ces dames qui vous le vendent sont de bonne foi. Ce n'est pas qu'elles se débarrassent d'un poison sur vous, elles sont de bonne foi. Parfois, elles vous conseillent de bons produits qui montrent généralement leur efficacité dès le premier jour. Mais les spécialistes vous diront que le mal n'est pas guéri. Ce n'est que ces produits l'ont endormi, l'ont étouffé un peu. On les appelle beaucoup plus de drogue. Donc, ils vous donnent l'impression finalement d'être en bonne santé. Et il y en a carrément, on vous met un paracétamol, mais dedans, vous voyez que c'est une poudre blanche qui n'a rien à voir avec du paracétamol, mais que des gens que vous tenez ça... ont su bien l'emballer et puis vendre ce produit comme tel. Les gens prennent et ça n'a pas du tout d'effet. Donc, je le disais, l'origine, c'est d'abord le coût élevé des soins dans nos pays. Il faut pouvoir mettre en place un système d'assurance. Aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de l'INAM pour les fonctionnaires, il y en a, mais il faut éteindre ça. À l'informel, il faut éteindre ça. Et il y a des produits qui coûtent assez cher en pharmacie. On a affaire pour la promotion dans le pays. On dit que ce sont des produits qui ont les mêmes effets que les produits qui se vendent en pharmacie et qui sont généralement plus chers. Mais les gens essaient de dévaluer ces produits. On n'a pas comme l'impression, malgré les occasions, toutes les fois les occasions que les médecins ont, de vous dire que vous pouvez aller prendre ce produit générique qui est le même en réalité, qui a les mêmes composantes, mais on a juste réduit le prix tout simplement, généralement parce que celui qui a créé le produit à l'origine a eu le temps de faire son bénéfice et que maintenant on peut le dupliquer à volonté, le vendre à comme ce que fait la Camel ici, voilà, à un coût beaucoup plus réduit.
Mais les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés. Et donc, on prend beaucoup plus ces produits-là qui viennent de l'Asie et tout ça avec des conséquences qu'on connaît. Et il y a eu, à l'occasion de cette journée, probablement ce soir à la télé, on va voir encore un lot de médicaments contrefaits qui a été saisi, qui sera brûlé. Mais je crois que ce ne sont que des effets d'annonce, c'est un peu du spectacle. Parce qu'en réalité, tous les jours, nous côtoyons ces produits-là. Tous les jours, les gens circulent et nous les présentent tous les jours. Nous-mêmes, nous les cherchons parfois pour les prendre parce qu'on a un bobo, un petit problème. Et donc, le problème est là. Et puis aujourd'hui, ces gens qui distribuent ce produit et qui, je le disais, sont généralement de bonne foi, ne pensent même pas qu'ils font quelque chose d'assez dangereux. Il faut aussi les sensibiliser, il faut préparer leur reconversion. Est-ce qu'il ne faut pas finalement leur fournir à eux les produits génériques dont on parle aujourd'hui? C'est le cas au Ghana. Voilà, pour qu'eux puissent les distribuer et qu'ils puissent abandonner. C'est assez complexe, mais je crois que les autorités doivent passer à une étape beaucoup plus active de cette lutte-là. Vous avez parlé du Viagra aujourd'hui, vous circulez partout, on vous présente des produits, on vous vend des vertus, mais vous les prenez aujourd'hui, vous avez l'effet, mais ce que ça détruit après, c'est assez compliqué. Dans les pays occidentaux, quand les gens inventent des médicaments, mais il y a un processus de certification, il y a des organismes spécialisés qui à un moment peuvent donner leur accord pour dire que la population peut consommer ce produit-là sans problème. Mais ici, nous n'avons pas atteint ce niveau, c'est vrai, mais il y a une invasion de ces produits-là qui ne sont pas généralement fabriqués ici et qui viennent, et tout le monde, tout le monde, c'est vrai, on parle des pauvres, mais il n'y a pas que des pauvres. Hein. Vous verrez des gens bien placés qui, au passage, vous diront, va m'acheter Mixagrip, va me faire ça, et on a comme l'impression que ces produits, finalement, sont entrés dans nos habitudes sanitaires et on les utilise. Donc je crois que le combat doit revenir aux spécialistes pour qu'ils cernent mieux que nous les causes donc de cette situation et qu'ils apportent les solutions appropriées. Nous, on a juste ici abordé quelques aspects, mais je crois que beaucoup d'études ont été faites sur le plan national et sur le plan international. Plusieurs rencontres se font de plus en plus. Pour tabler sur ce problème, il va falloir qu'on avance et que des solutions de plus en plus définitives soient adoptées. Justin, il y a un phénomène, il y a quelqu'un qui m'a confié un fait, c'est-à-dire qu'il m'a posé d'abord une question. Rodrigue, dis-moi, pour les produits qui ont juste 2 années de durée de vie, qui séjournent pendant plus de 2 ans dans les pharmacies, où est-ce que ces produits sont déversés? Je lui ai dit, forcément détruit. Regarde, la souris me dit qu'il y a un phénomène qui permet de reverser. Il y a certaines pharmacies, parce qu'il faut forcément tirer profit de ça. Ils reversent ces produits à vil prix. Et puis il y a également d'autres structures qui sont spécialisées dans la confection des emballages, qui les réemballent avec des dates vraiment, vous comprenez, réactualisées. Mais c'est des boîtes qui contiennent des produits. Oui, je l'avais dit tout à l'heure, peut-être que vous n'aurez pas fait attention. Parce qu'au niveau même des grandes, des pharmacies qui sont qualifiées aussi, il ne faut pas dire que tout ce qui est là est rose. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a aussi des firmes qui vendent des produits qui en réalité ne sont pas des produits qualifiés. Mais pour pouvoir tirer les moyens, parce qu'on est dans le domaine du business, c'est l'entreprise, donc c'est de maximiser le profit. Donc on arrive à mélanger par moment donc ces produits-là. Et qu'arrivé à un moment, même si ces produits-là sont la date de péremption est complètement épuisée, on arrive à les vendre ou à les transformer comme vous venez de le dire. Donc c'est là où moi je pense qu'il va falloir peut-être mettre sur pied une structure qui de temps à autre débarque. De surveillance. Voilà, quelque chose comme ça se fait ailleurs, qui de temps à autre débarque de façon inopinée, bien sûr, au niveau de ces pharmacies-là, vérifier qui est quoi, qui respecte les normes et ainsi de suite. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut véritablement peut-être trouver des solutions également à ce problème, parce que sans pourtant le faire, je pense que lorsque vous vivez dans un monde de régime capitaliste, allez-y comprendre que c'est l'argent, c'est le gain, donc c'est le business. Il n'y a pas l'humanité. Voilà, donc la plupart du temps, on se fie, donc on cherche par tous les moyens à avoir plus de profit et sans tenir compte également de la dignité humaine, même de la santé
de dépopulation. Je pense que c'est un combat, puisque aussi le rôle régalien de l'État est de veiller au bien-être des populations. Il revient également aux premiers responsables, aux dirigeants, de mettre sur pied pratiquement toutes les structures, faire en sorte que les populations puissent quand même vivre décemment, éviter ces problèmes-là. Bon, parce qu'on n'a pas les moyens, on doit aller s'approvisionner, se procurer des médicaments de rue et ainsi de suite, et qu'après des conséquences tellement désastreuses, je pense qu'il va falloir mettre fin à tout ce phénomène-là en mettant sur pied des structures fiables pour contrecarrer et faire ce combat. Oui, Germain, par rapport à ce comportement, c'est finalement la mauvaise foi, c'est conjugué. On peut dire que c'est criminel. Parce que les gens se soucient plus de l'argent. Oui, c'est criminel. Vous verrez même avec l'eau qu'on appelle pure water, c'est pareil. Vous allez voir même aujourd'hui du jus. Certains vous mettent des substances à la place du sucre pour maximiser leur intérêt. Même on soupçonne certains fabricants de pain aussi d'utiliser certains moyens pour donc augmenter l'intérêt. Donc maintenant, il va falloir que les enquêtes se poursuivent. Nous savons qu'en Chine, par exemple, ils vous le fabriquent avec une matière qui ressemble à ce produit à première vue, mais dans ce produit. L'emballage identique, tout y est. Donc je crois que là, il s'agit des investigations qui doivent être lancées dans ce sens-là. Mais je crois que là encore, c'est un autre aspect de la lutte. L'aspect le plus immédiat, c'est ce qu'on voit déjà sous nos yeux tous les jours et qu'on n'arrive pas encore à régler parce que le problème est vraiment complexe. Aujourd'hui, on en parle des produits, mais après vous allez voir aussi les tradithérapeutes. Aujourd'hui, n'importe qui se dit herboriste, vous prépare n'importe quel plan et puis vous met une vingtaine de noms de maladies que ce produit-là peut guérir. Et vous voyez les gens y aller parce qu'il ne peut pas aller à la pharmacie. Mais ce que l'herboriste, le prétendu herboriste, ils passent énormément, ils font beaucoup de publicité, ils ont des moyens aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est presque de la même ampleur que les médicaments qui traversent nos frontières et qui viennent ici. Donc, je crois que, pour moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois que les soins doivent être d'abord accessibles. Il faut vraiment trouver un moyen pour rendre accessibles les soins. On a les produits génériques. Aujourd'hui, même nous en tant qu'intellectuels, quand on vous dit c'est un produit générique, vous avez le sentiment que c'est un produit de moindre qualité, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Cette explication aussi doit se faire et rendre disponibles ces produits-là. Et on parlait des films pharmaceutiques. Aujourd'hui, vous avez avec la complicité de certains médecins. Vous arrivez pour un mal où on peut vous trouver un produit moins cher. On vous prescrit un médicament qui coûte cher, tout simplement parce que le délégué médical qui représente ce produit-là au Togo a un deal avec les médecins et ils ne font que vous prescrire ce produit-là. Ils ne font que vous le prescrire et ils ont leur retour. Ça peut, mais on aurait pu s'en soigner avec des produits de moindre coût. Mais vous payez cher et le médicament et le médecin il vous donne l'impression que c'est ce produit qui est plus efficace. Tout simplement parce qu'il a eu un deal avec la firme et son représentant ici. Et il voulait presque tout ça aussi contribue à rendre les coûts chers. Et du coup, les gens se tournent de plus en plus vers ces produits-là, qui, il faut le dire généralement, ont un effet immédiat. Parce que quand vous le prenez, ça vous soulage. Oui, ça vous soulage. Parfois, vous avez même l'impression d'être guéri pour quelques jours, quelques semaines. Et les gens croient vraiment que ce sont des produits efficaces. Aujourd'hui, ça sera difficile de dire aux gens ne prenez pas ça, de dire à la bonne femme qui le vend, elle dit non, elle-même prend ce produit, les gens viennent l'acheter, ils ont le résultat, ils reviennent toujours et vous venez leur dire que ça ne marche pas, c'est ça. Mais je crois que l'État doit prendre le problème à bras le corps, essayer de trouver des solutions en amont, ce qui pourra amener les gens à comprendre que quand ils vont vers ces produits-là, ils s'exposent beaucoup plus qu'ils ne trouvent des solutions à leurs problèmes. Voilà, on a compris. Donc on va rapidement
attaquer, mais avant, il faut quand même le dire, je crois que la sincérité oblige à ce que chacun puisse se soucier de la bonne santé d'autrui et donc la vente des produits. Parce qu'il y a des gens qui le font sciemment, qui savent bien que ça c'est des produits périmés, ils les glissent parce qu'il faut juste gagner, c'est dangereux. Il faut avoir peur de Dieu. Merci donc. Nous allons rapidement aller vers les fêtes traditionnelles, problématiques des fêtes traditionnelles au Togo. Cas de Epeyekpe, c'était la 353e édition la dernière fois dans la ville de Bachoumé à Glidi. Une fête qui a bien démarré jusqu'à la prise de la pierre sacrée de couleur bleue turquie, telle que repris par les spécialistes. Et par après, ça a tourné ou viré carrément en bagarre. Les gens se sont tapés, il y a eu des gris-gris, des incantations. Alors, Justin, vous y étiez. Dites-nous comment ça s'est passé. Bon, nous étions là la fois dernière à Glidi, donc on a suivi pratiquement ce qui s'est passé. Mais bien avant, on ne peut pas parler de cette actualité sans autant faire référence à ce qui s'était passé la veille. Et bien avant peut-être la veille, il faut quand même dire que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc entre pratiquement... Bien avant 2012. Donc c'est un problème qui est récurrent dans ce pays gain où les premiers responsables qui ont en charge donc, de conduire les cérémonies, de les amener à terme, ont toujours de différents, donc l'un avec l'autre, ainsi de suite, parce que quelque part, il y a une question d'intérêt, où je ne saurais le dire, ou quelque part, quelqu'un est guidé par des intérêts peut-être inavoués. Donc c'est toujours comme ça. D'ailleurs, on parle également de problèmes de femmes. Oui, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce qui s'est encore passé récemment, moi, ça ne m'a pas surpris. Et rappelez-vous, j'étais ici avec mon confrère Mania Libéré, Abbas Issaka, vous rappelez-vous, où une décision a été sortie par le roi Guetiogan Sédégbé Foli Bébé, donc 15 chefs canton de Glidi. Donc cette décision qui a été prise par le roi des Gains en son temps, datée du 23 décembre 2014, cette décision a continué et c'est à la suite de cette décision qui a vu peut-être conclure ce qui s'est passé la fois dernière. Parce que dans cette décision, donc numéro 0010, donc, qui porte l'échéance de fermeture du temple Lakman d'Agoudrafort, vous vous rappelez que dans ce dossier, dans cette affaire en son temps, on a même peut-être parlé du ministre de l'administration territoriale Bawara qui a ordonné la fermeture. C'est parce que il y a un clan qui s'était opposé peut-être à l'autre famille pour dire non, que les cérémonies ne se passent pas bien, donc la désignation même de prêtre de ce couvent, Lakman, donc Togbese ou Agbotokro n'était pas correcte, et que par moment, donc sont assis ou Voudou Soto, qui n'est autre que la dame, l'âme prince Agbojan, elle n'était pas digne pour assumer cette fonction-là, alors qu'elle était là depuis des années durant, bien avant même le décès de l'ancien prêtre. Donc c'est autant d'éléments qu'on a mis dans la danse. Et lorsqu'on a fouillé un tout petit peu, c'était une affaire de femmes. On a mis en place une commission. La commission a rendu une décision. Le chef Guentiogan s'est opposé. L'affaire a encore retourné au niveau du ministère. Et le ministre a pris une décision. Le chef s'est opposé, ainsi de suite, jusqu'à ce que les concernés se retournent au niveau du tribunal de première instance, première classe d'Anéhor, qui a rendu lui également une décision. Donc le chef dit, bon, comment je prends une décision, c'est inattaquable, ainsi de suite. Même l'arrivée même de l'actuel ministre, non, de l'administration territoriale, Bayadou Kwesi s'est invité également dans la classe. C'est pas sérieux, c'est pas continuer comme ça. Le chef Guetiogan a encore pris une décision pour sanctionner, non seulement Nimatia, mais encore avec d'autres personnes à vie. Ce que lorsque vous fouillez par exemple ces documents-là, vous ne trouverez nulle part. Donc c'est autant d'éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est parce qu'on sent une volonté, parce qu'il y a une dame qui s'appelle Princesse Pamela Koko, bon, qui est toujours au premier rang des festivités dans les lacs, qui fait des dons, qui distribue un peu des dons un peu partout, qui a eu de la contence avec la dame Lamley. La concours de ce procès, même donc, le problème a été porté à la connaissance de tout le monde. Et on croyait peut-être que ça va s'arrêter là. Mais malheureusement, une fois que Guentiogan pris position, a pu faire cause pour la dame princesse Kokwe Pamela, et qu'on a encore vu dans sa tenue la fois dernière, que c'est cette tenue qui portait la couleur même de la pierre, avec tout ce qu'on a vu avec des gens qui ont déjà porté les foulards avant même que la cérémonie ne puisse continuer, tout et tout.
il a lieu de se poser de moins de questions. Donc moi, ça m'a pas surpris. Vous l'avez dit dans l'introduction, tout a bien commencé. Avec ça a failli être ajourné. Il a fallu l'intervention des ministres, notamment le ministre de la Sécurité, il y a à la veille, le mercredi. Donc pour essayer d'amener les premiers concernés pour dire on ne va plus assister à ce qu'on a connu en 2012. Après leur départ, il y a un camp qui s'est opposé, qui dit non, si ça a été ainsi, donc la fête n'aura pas lieu parce que c'était vraiment le problème. Et pratiquement, lorsque vous prenez par exemple les 11 collectivités à qui reviennent même la prise de cette pierre, donc il y a une collectivité qui s'est opposée. Parce que vous allez les retrouver à Néron, vous allez les retrouver à Glidi, vous allez les retrouver à Azoula, vous allez les retrouver à Gbananké, vous allez les retrouver à Klakou, enfin ainsi de suite. Au total, ils sont 11. Mais qui font partie d'une collectivité qui s'appelle Mama Kolé. C'est à eux, donc c'est à eux parce qu'il faut quand même le rappeler. C'est tout un processus qui amène la paternité, voilà, Mama Kolé. Ça dit que c'est un processus qui aboutit à la prise de la pierre sacrée, donc le jour J. Et lorsque on est arrivé pratiquement... Il y a des libations, des recherches, incantatoires, bon voilà, à partout et tout. Et au finish, le jour J, il y a 3 collectivités qui entrent en jeu. Enfin, 3 divinités, parce qu'il y a 41 divinités. Donc les 3 qui sont construits, qui entrent dans la danse le jeudi là, ou peut-être à la veille jusqu'à aujourd'hui, il y a Mama Kolé, Ata Sakumo et Ata Kmesou. Mais donc, la première collectivité qui est autre que Mama Kolé, c'est à eux la paternité même de la pierre. Et je me rappelle en son temps, il y avait eu des problèmes de par le passé, et eux tous étaient tellement unis derrière le prêtre qui est autre que Nimache. Et ils ont mené le combat. Et je rappelez-vous en 2012, lors de la prise de la pierre sacrée, parce qu'il ne faut pas retourner. On avait lancé la pierre en 2012, c'est parce que Ata Sakumo, cette divinité qui est l'une des divinités, s'est opposé pour dire cette fois-ci, donc il revient à nous parce que nous sommes les détenteurs, c'est nous qui gardons la forêt. Donc c'est à nous, en réalité, la paternité de cette pierre-là, ça crée des problèmes. Et au final, vous avez vu ce que ça a donné. Donc il a fallu l'intervention des ministres un peu partout et que ce problème a été réglé. Depuis lors, on n'en a plus connu. Maintenant, cette fois-ci, c'est parce que, par cette décision dont je fais allusion tout à l'heure, parce que c'est une décision qui a été prise par Gentoga. Et dans cette décision, ceux qui se sont opposés à cette décision, aujourd'hui, que ce soit Nimatien, que ce soit Togbe Guy, qui est le grand prêtre qui entretient l'ambiance et tout, il y a encore d'autres, ils sont suspendus. C'est parce qu'ils ont pris une décision en s'opposant à la décision que Gentoga avait prise en son temps, en suspendant, d'abord en fermant le temple de la Grande Agodrafort, en suspendant le grand prêtre de ce temple-là qui n'est autre que Seou Agbotoklo, Togbe Seou Agbotoklo, et la dame Lamlé, Prince Agbodjan. Donc, à partir de cette décision-là, tous ceux-là qui ont pris position aujourd'hui sont tombés dans de mauvais draps avec Gentoga, qui a encore pris une autre décision pour sanctionner. Les ministres ont dit non, que ça ne va pas continuer comme ça, parce que chaque fois, parce que chez vous, quand il y a problème, il faut trouver intérêt d'attendre. Bon, ok, pas moment à demander à Nimathieu de ne pas faire apparition au niveau du grand public, c'est parce qu'il y a eu tellement de problèmes, on n'a pas encore réglé, ça risque de... Le gars, il est parti, il est resté dans son coin. La cérémonie a été faite ensemble avec les autres, et au moment opportun, donc ceux-là qui sont aujourd'hui, qui revendiquent plus, notamment la famille Afan, qui est au niveau de Glisi, ils sont eux qui ont protégé. Et tout a été présenté, bon, malgré la couleur caprice de la pierre, tout et tout, ça c'est un autre commentaire. Mais tout a terminé d'un seul coup. C'est également dans le camp là-bas que les disputes ont commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. C'est après qu'on s'est rendu compte que voilà que les divinités, pratiquement cette divinité de Maman Collège, je parlais tout à l'heure que j'ai dit, il y a une qui est à Néon, l'autre dans la collectivité, il y a une collectivité à Néon, un peu partout. Et c'est parmi ce groupe-là, on dit, voilà, c'est parce que vous êtes ici à Glidi, et vous êtes ici à Bacho, c'est vous ne posez chaque fois ce qu'on doit faire, on n'est plus d'accord avec vous. Et c'est entre eux que la guerre a commencé. Bon, au finish, parce qu'on était sur une place de la place, qu'on appelle on était dans une émission à la radio à Néro hier, Nimathieu a été invité, il est venu, il a expliqué le problème, tout comment ça s'est passé. Et au finish, il a confirmé qu'aujourd'hui, la pierre se trouve à son niveau. Parce que ceux-là qui sont enrachés, qui sont emparés à travers des disputes et tout, après, il a cherché à comprendre ce qui s'est passé. Et que comme c'est à lui, donc la pierre est maintenant à son niveau. Mais dans tous les cas, ce qui est le quand même de relever, il faut quand même dire que nous vivons dans un pays où, quand vous voyez peut-être la décoration qui est faite à ce lieu la fois dernière, et ça, c'est un cours de circonstances. Non, j'ai du tout décrié ça parce que les politiques n'ont rien à voir. Et depuis, moi, j'étais encore grosse. Maman, je viens de la localité d'ailleurs. Maman m'a mené là. Et la décoration, c'est en tout blanc. Les gens sont habillés en tout blanc.
Parce que peut-être il y a je parlais tout à l'heure des divinités, les 41, et chacun avec son appartement. Maintenant, le constat qui est fait. Mais en tout blanc. En tout blanc, la plus grande partie c'est en tout blanc, ou peut-être il y a aussi des tenues qui concernent par exemple les divinités, mais qui n'ont rien à voir avec telle formation politique ou telle autre. Mais depuis un moment, c'est complètement politisé, et que chaque fois c'est la photo du chef de l'État qui est au grand plan, avec la décoration de son parti. Donc les premiers dignitaires de son parti sont mis au devant, puisque le chef Genfiogan Sédégbé, tout comme Togbé Lawson Zankli, eux ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont les chefs, ils ne se déplacent pas, ils sont toujours remplacés. Mais au premier rang, vous allez voir que c'est les dignitaires. Même au niveau même du comité d'organisation, ce sont des gens qui sont proches du pouvoir, qui sont impliqués. Et depuis même le vivant de feu, comment on l'appelle, Big Baba, donc Mouvi. Donc c'est pour dire que c'est un problème à un moment donné qui a traîné les politiques. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prise de la pierre sacrée à Bateau, à Glidi, un peu partout, on parle de la politisation même de la pierre traditionnelle. C'est ce qui est dommage. Très bien, Justin, vous a assez compris. Je rappelle que vous étiez donc à cet événement. Germain, voilà, on est parti puisqu'il y a un peu quelques semaines, le chef Lawson a réuni quand même à organiser une conférence de presse pour parler de un peu une sorte de politisation de la chefferie traditionnelle. Aujourd'hui, on quitte ce terrain, on se retrouve toujours dans les lacs avec la cérémonie de prise de pierre qui est devenue entre-temps en 2012 cérémonie de lancer de pierre, et la dernière fois c'était une bagarre qui s'est éclatée. Aujourd'hui, comment on peut expliquer ce phénomène? 353e édition, une fête traditionnelle qui tourne. Bon, oui, mais moi je ne sais pas, quand on parle de politisation ou d'influence du pouvoir sur cette fête, je crois que on veut dédouaner d'entrée le vrai responsable de cette situation. Parce que quand moi j'ai écouté un peu Justin, qui est le confrère Justin, qui est de la localité, le problème est là entre individus. C'est un problème de suprématie, d'hégémonie, un problème de succession au niveau des prêtres traditionnels et tout ça, un problème de divinité, des adeptes et tout ça. Donc, ça n'a rien de politique. Je crois qu'il y a des intérêts inavoués. Les gens ne veulent pas expliquer clairement pourquoi ils se battent autour de cette situation. Bon, moi, je ne crois pas que la couleur de la pierre, Justin lui-même, il est aux couleurs de la pierre. Ceux qui sont à la télé verront que non. Non, je crois que quand on voit toujours la main du pouvoir, on ne rend pas les gens responsables. La veille, le gouvernement a pondu un communiqué. Parce que même s'il y avait la main du pouvoir, les gens pouvaient préserver. Non, ce que je veux dire, oui. D'abord, vous voyez même un chef, dans le chef des gains dont parle Justin, qui dit même qu'on ne peut pas lui opposer une décision de justice. Tout à fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même son autorité. Et je crois que c'est un problème que les acteurs doivent régler entre eux. Le gouvernement a pondu un communiqué, craignant peut-être ce qui s'est passé il y a 3 ans, je pense, a voulu que les gens prennent leurs dispositions. Dieu merci, lors de la cérémonie, il n'y a pas eu trop de problème. Moi, j'ai vu à la télé un impressionnant dispositif sécuritaire. Et après, même lors de la bagarre, j'ai vu quelques images où vous verrez des gendarmes ou des policiers qui ont dû intervenir encore. Mais ça ne fait pas honneur à ce peuple-là. Je dis, mais quel est l'intérêt du pouvoir? On n'est créé que des bagarres à Anéha. Ce n'est pas le seul endroit où il y a une fête traditionnelle, une fête religieuse. Parce que le même jour, il y en a eu également à Notière. Oui, pourquoi c'est les gens d'Anéha que le pouvoir veut diviser? Moi, je ne vois pas. Si on veut dire, bon, on politise les fêtes, on politise les traditions, les religions, mais le pouvoir le ferait dans chaque coin. Mais non, je crois qu'il y a des intérêts personnels ou collectifs que les gens ne veulent pas avouer, ou tout simplement que les gens veulent finalement ajouter à la cérémonie de la prise de la pierre sacrée un volet spectacle. Je le dis un peu ironiquement, mais je crois que c'est un peu... C'est-à-dire en lançant des pierres, en se bagarrant. Oui, en mettant une petite bagarre. Peut-être selon ça c'est un ingrédient de plus à la fête. Je le dis peut-être ironiquement, mais si on ne trouve pas une solution aujourd'hui, c'est que vous verrez qu'à toutes les occasions de prise de la pierre sacrée, il y aura une bagarre pour finir. Et à un moment, les gens peut-être vont commencer par s'habituer à cela pour dire, mais voilà, il faut vous apprêter aujourd'hui, après c'est sûr que ça va finir comme ça, ainsi de suite. Mais il s'agit des gens responsables. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les prêtres traditionnels
surtout ceux de ma région que j'ai connu un peu, qui pour la plupart sont des personnes assez âgées, assez mûres, d'une grande sagesse. Mais les prêtres que moi j'ai vus à Ného, c'est des jeunes comme nous, pour la plupart, peut-être un peu plus vieux que nous. Mais ce comportement n'est pas digne. Mais dans nos traditions, quand vous avez des problèmes, vous allez vers le prêtre, c'est comme vous allez vers le représentant de Dieu. C'est comme vous allez vers quelqu'un qui dépasse un médecin. Mais ce n'est pas au prêtre de nous offrir ce spectacle-là. Et donc, je crois que le peuple gain doit pouvoir chercher, au fond de cette tradition, trouver les personnes et les modalités qu'il faut pour régler ce problème. Je suis d'accord qu'on dise qu'on a vu peut-être les cadres du parti au pouvoir devant. Bon. Je ne pense pas que c'est un problème de parti au pouvoir. C'est une fête séculaire, plus que séculaire. Ça fait plus de 300 ans que ça s'organise. Et il n'y avait pas cette affaire de pouvoir et tout ça. Et il y a toujours eu un pouvoir au Togo, mais l'allure que ça prend ces dernières années est suffisamment inquiétante. Je crois qu'il y a des intérêts que les gens ont, qu'on ne maîtrise pas, ou qu'on ne dit pas. On a parlé des problèmes de femmes. Certes, on peut comprendre qu'un problème de femmes puisse empoisonner un moment les relations entre les prêtres, mais pas que ça revienne de manière récurrente. Donc c'est des problèmes qu'il faut quand même régler. On ne va pas tout mettre sur le dos du pouvoir sous prétexte que la pierre a une couleur bleue, alors je crois que le parti dont on parle, c'est blanc-bleu, ce n'est même pas le bleu seul. Donc je crois que non. Tout ça, je crois que non. Moi-même, j'ai été quand même assez surpris de voir certains qui avaient des foulards bleus au cou. Il y avait des tassinots également. Voilà, et je me demandais, mais si les gens connaissaient la couleur de la pierre avant. Oui, là, sur ce volet-là. C'est-à-dire, si les gens connaissaient la couleur de la pierre, peut-être que c'est pour cela qu'ils se sont mis en bleu. Je n'ai pas compris, mais je veux quand même savoir si c'est une coïncidence ou si c'est juste de la mystification. Comment ça se fait que les gens ont porté des foulards bleus, tout ça, moi j'ai vu à la télé, et qu'on présente une pierre bleue. Après, il ne faut pas aussi qu'on fasse perdre la valeur de cette fête-là, parce que c'est une fête qui draine du monde, la diaspora vient, mais au même moment des touristes aussi viennent, et ce genre de violence, et je ne crois pas que c'est rassurant pour les touristes, même pour les autres Togolais qui veulent venir. Donc il faut pouvoir revenir aux fondamentaux de cette cérémonie-là, et préserver cela, parce que si moi je n'ose pas croire que c'est un jeu et que c'est les prêtres qui mystifient en déterminant la couleur de la pierre comme ils veulent, j'ose croire que c'est vraiment un truc sacré et que ce caractère sacré-là, les prêtres-là doivent le préserver, le pérenniser. Ce n'est que comme ça que cette cérémonie-là peut avoir toujours de la valeur. Voilà, oui, je peux quand même dire que lorsque vous vivez dans un pays où le socle même de la politique est basé sur la division, donc les gens peuvent interpréter autrement. Parce que la dame dont on parle, par exemple, Pamela Koko, la princesse, qui n'a rien à voir avec le trône de Guinfiogan, mais qui n'est même pas initiée, mais qu'on a vu un peu partout, qui s'invite pratiquement dans tous les débats, et qui aujourd'hui s'inscrit dans une logique de règlement de compte. Et à la fin dernière, vous allez vous rendre compte que les gens sont bagarrés et tout, pas au finish. Et la couleur dont on parle aujourd'hui pour la pierre, le grand-père disait la fois dernière qu'à l'issue même de la cérémonie, et que bizarrement, c'était pas la pierre. Et ça alimente aujourd'hui le débat. Que la couleur de cette pierre, où ils ont trouvé les foulards, cette histoire-là, ça alimente aujourd'hui le débat. Parce qu'il y a un camp. La pierre a finalement quelle couleur? C'est la couleur qu'on a présentée. Mais si aujourd'hui on renie la couleur, ou on renie la pierre qui a été présentée, ça veut dire quelque part il y a une manipulation. Et parce que, imaginez-vous, la dame dont je parle par exemple, je n'ai rien contre elle, mais si vous menez l'investigation, parce qu'on a mis tellement de temps pour essayer de fouiller un peu, c'est une dame qui, et non seulement elle est proche de Guinfiogan, mais qui fait partie également d'une association de femmes, et qui cette association qui est proche également du parti au pouvoir. Et lorsque vous suivez par le déroulement du fil, tout à l'heure parce que je vous présentais le truc, vous allez vous rendre compte que c'est une dame qui a tellement de la suprématie,
qui a fait tellement de promesses qu'elle n'arrive même pas à tenir à un moment, et que la dame a respecté la promesse, et qu'après c'est tout un problème. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on se pose énormément de questions sur le rôle fondamental que cette dame-là joue dans la préfecture, notamment au niveau de la forêt Sadeur et de la forêt. Parce que c'est elle qui, selon nos informations, le regroupement des informations, c'est elle qui met en place le comité d'organisation. C'est elle qui décide qui doit faire partie du comité. C'est elle qui fait ceci. Toute opposition est systématiquement refusée par Guet-Fiogan parce qu'elle est la protection de Guet-Fiogan. Donc si une décision de justice est arrivée, et même le ministre prend une décision et que Guet-Fiogan a refusé de respecter tout et tout, et qu'au finish, on a mis les gens au chaos. Parce qu'on estime que c'est ceux-là seulement qui doivent quand même présenter. Et imaginez-vous que celui-là qui a livré le message de la pierre, ce n'est pas lui qui a été désigné. Quand vous suivez un peu, il a porté. C'est autant d'éléments qui font croire aujourd'hui qu'en réalité, au-delà de tout, on vit dans un pays où il faut diviser pour régner le pouvoir et essayer de gangréner, de graler le terrain un peu partout. Mais ce qui est fondamental, il faut conclure, il faut dire qu'au-delà de tout, un peuple ne doit pas perdre sa culture. La culture, c'est la valeur d'un peuple. Et je pense que ceux-là qui sont aujourd'hui les concernés doivent passer par tous les moyens pour trouver une solution définitive à ce problème. Voilà, Germain, un dernier mot. Non, bon, moi je crois qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Il faut que les prêtres méritent l'honneur et la place qui est le leur dans nos sociétés. Et ce qu'on a vu ne les honore pas du tout. Et c'est vrai, je suis heureux qu'il y ait un chef traditionnel qui a autant de puissance pour rejeter les décisions des ministres, pour rejeter les décisions de justice. Ça prouve quand même qu'on a des chefs qui pèsent et qui, j'espère, se fondent véritablement sur les traditions pour prendre ces décisions-là, si tel est le cas. Mais je crois que ce chef et tous les autres notables et toutes les autres bonnes volontés du peuple gain doivent s'impliquer dans la résolution de ce problème. C'est une fuite en avant que de dire que c'est le pouvoir qui divise les gens pour régner. Moi je dis, en errant, ce n'est pas le plus gros électorat au Togo, pour dire que c'est là-bas seul, dans le peuple gain, que le pouvoir a intérêt à diviser les gens. Non, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Les intérêts qu'il y a, s'il faut assurer les intérêts des uns et des autres pour que cette cérémonie se passe bien, que ça se fasse. Si certains ont des intérêts personnels, collectifs, au secteur qu'ils protègent, il faut que le problème soit réglé. On ne peut plus. Quand on dit que c'est le pouvoir, c'est qu'on ne va rien régler. Tout le monde se dédouane, personne ne veut être responsable de la situation. Le pouvoir qui prend un communiqué pour appeler les gens à s'attendre avant d'organiser cette pierre. Il l'a dit, les ministres qui interviennent prennent des décisions que le chef rejette, la justice. Ce n'est plus une affaire du pouvoir. Ce n'est plus une affaire du pouvoir. Donc qu'on arrête de dédouaner les gens. Ils ne sont responsables de rien, ils sont manipulés par le pouvoir et puis ils détruisent l'image d'une cérémonie qui a quand même de la résonance sur l'international, qui focalise l'attention d'une bonne partie quand même du monde sur ce peuple gain en cette période-là. Donc il faut qu'on revienne aux valeurs traditionnelles. Les gains et ceux qui sont à leur tête doivent prendre leurs responsabilités tout simplement. Voilà, et puis l'autre question autour de laquelle nous allons donc mettre fin à notre entretien de ce matin, c'est de savoir alors que deviennent les recommandations prescrites par cette pierre bleue Turquie. Merci donc à nos invités, Justin Anani et puis Germain Pouilly. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, sans oublier vous qui nous avez suivis. Bon début de semaine et puis bonne journée à vous toutes et à vous tous. Restez bien nôtres pour le reste de nos programmes. Au revoir.